ce soir, donc on va voir comment on peut apprendre en jouant, si c'est possible ou pas, et surtout pourquoi faire ça. Donc en fait, comme voilà, vous pouvez le voir sur l'écran, il y a donc des jeux, le sous-titre de l'intervention, c'est pourquoi pas apprendre avec les jeux de société, les jeux vidéo, les activités sportives également, en tout cas voilà, se mettre dans la peau, dans l'univers ludique pour apprendre. Ok. Voilà. Mais c'est vrai que c'est. En fait, moi après, il y a peut-être une question de génération aussi, mais par exemple, quand j'étais gamin, le jeu à l'école, il n'y en avait pas, quoi. Par exemple, arrivé en troisième à l'école maternelle, c'était plus du jeu, il fallait déjà commencer à faire ses lignes de lettres de manière assez répétitive, et puis voilà, c'était fini, quoi. Effectivement, ça existe beaucoup encore, malheureusement. Enfin, malheureusement, voilà, c'est certes la pédagogie, chaque enseignant fait comme il le souhaite. Hein, mais après, voilà, maintenant, je sais que dans de plus en plus de classes, les jeux se mettent en route. Enfin, pas forcément des jeux d'ailleurs, mais de travail un petit peu plus ludique. Donc je vais donner quelques exemples tout à l'heure. Mais c'est vrai que par contre, par rapport aux générations précédentes, c'est quelque chose qui a évolué. On est de moins en moins vers les cours magistraux, où tous les élèves sont face à l'enseignant. D'ailleurs, même dans beaucoup de classes, maintenant, le bureau de l'enseignant est au fond de la classe. Et l'enseignant vient et les élèves sont par petits groupes ou autres. Voilà, c'est quelque chose de configuration de classe qui se voit de plus en plus. Ah, ok. Donc voilà. Alors effectivement, dès le plus jeune âge, pas dès la naissance, mais pas loin, les enfants aiment jouer, que ce soit des jeux de construction, que ce soit limite les jeux de rôle quand ils se prennent pour d'autres personnages. J'ai mis sur le slide notamment un petit indien, mais c'est vrai que quand on joue aux cow-boys et aux indiens, voilà, on est dans le jeu et on apprend énormément de choses sur les cultures d'autres civilisations. Les jeux de sport également permettent la coopération. Et puis, donc c'est quelque chose qui se met très très vite en place. Alors on joue. Justement, pourquoi? Hop là, non, c'était là. On joue pour prendre du plaisir, hein, bien sûr. Et puis, à l'origine, on ne se rend pas compte qu'on apprend en jouant au départ, quand on est tout petit. Mais on apprend énormément au niveau socialisation, notamment. Voilà. Donc, je vais définir un petit peu ce que c'est que la notion d'apprendre. Voilà, comment est-ce qu'on apprend? Donc là, en fait, on va décliner ça en 3 axes. Les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être. Voilà. Donc, ce sont les 3 parties, je dirais, qui font qu'on peut atteindre une compétence. Donc, on va voir un petit peu le cheminement pour tout ça. Ok. Donc, première petite chose, le savoir. Donc, le savoir, c'est la connaissance pure, en fait. Voilà, c'est quand on va vraiment intégrer une notion théorique. Comme par exemple, voilà, ce que je m'étais connaître par cœur les numéros des départements, les noms, les caractéristiques de tous les Pokémon pour rester dans l'univers des jeux. Mais voilà, c'est quelque chose qui n'a pas forcément, je dirais, d'intérêt dans la vie de tous les jours. Maintenant, ces connaissances-là, une fois qu'on les a acquises, on va pouvoir les mettre en œuvre, les mettre en pratique. Alors, si elles nous servent effectivement les noms des Pokémon, il y a des situations où ça sert, d'autres moins. Oui. Je sais pas ce que tu en penses. Mais... Après c'est comme tout, comme le nom de tes départements. Voilà, c'est pareil. Voilà. Si on travaille à la poste, ça peut être super intéressant. Et encore moins maintenant. Et encore. Mais voilà. J'avais un oncle quand il était à l'école, en fait, les profs, les enseignants leur ont enseigné les horaires des trains. D'accord. Ils apprenaient les grilles d'horaires. Ah oui, par cœur. Ouais, par cœur. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est impressionnant quand on va dans une gare. En fait, on a l'impression que les guichetiers en fait connaissent par cœur tous les horaires. Ils te disent le train, numéro machin, telle heure. C'est impressionnant. Tu les vois tous les jours, donc forcément. Oui, voilà, c'est ça, ça rentre. Ouais. Donc voilà, donc le deuxième point là-dessus, en fait, ça va être le savoir-faire. Donc le savoir-faire, cette fois-ci, c'est sans forcément avoir la connaissance de base théorique, savoir comment faire pour parvenir à un objectif. Donc dans ce cas-là, ça va être, par exemple, je ne sais pas comment faire pour tailler un biface. Voilà. Donc du début à la fin, en partant du moellon de silex, comment on va arriver au biface. Voilà. Si savoir, pourquoi pas construire une machine à voyager dans le temps, si on a le process pour y arriver, ça peut être cool, quoi. Donc ça va être le savoir-faire, en fait. Ok. Et donc la troisième composante, qui va être le savoir-être. Donc le savoir-être, c'est la façon dont on s'adapte et on s'organise par rapport au travail, à son apprentissage. Comment on sait adapter ça en fait en fonction du public qu'on a en face de nous. Par exemple, voilà, comme savoir se tenir à table. Alors bon,
ça dépend de la situation, parce que parfois on n'est pas obligé de se tenir non plus super bien à table avec les coudes et tout. Mais voilà, c'est un petit peu le principe, c'est ça. Le savoir-être, ça va être ça, de pouvoir se mettre au niveau un petit peu de ceux qu'on a en face et puis de pouvoir adapter ses connaissances et son savoir-faire. Ok. Voilà. Et alors du coup, là, tu viens nous présenter trois types de savoir. Et sur les enfants que tu es amené à encadrer, et je suppose que tout le monde n'est pas forcément sensible à la même chose. T'en as qui vont être plus sensibles, qui vont être plus sensibles au savoir, d'autres qui vont être plus au savoir-faire. Et est-ce que c'est pas un peu compliqué en tant que professeur, en tant qu'enseignant, du coup, pour pouvoir équilibrer ça dans une classe où, du coup, tu vas avoir des profils qui vont être différents? Voilà, alors justement, c'est ce qu'on essaie de traiter en classe, justement, parce que c'est vrai qu'autrefois, il y avait ces cours magistraux dont tu parlais tout à l'heure, où voilà, c'était le même enseignement qui était dispensé à tout le monde. Maintenant, on va aller plus vers la différenciation, c'est-à-dire qu'on va adapter le contenu du cours et les exercices à chaque apprenant, en fait. Parce que chaque enfant est différent, comme tu le dis. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ils ne vont pas tous au même rythme. Voilà, on en parlait déjà tout à l'heure un petit peu, mais par rapport à la notion de cycle dans l'école primaire, notamment, où voilà, l'école primaire est séparée en 3 cycles. Donc cycle 1 qui est plutôt maternel, avec une partie de la grande section. Il y a le cycle 2 qui commence en grande section, plus CE1, plus CP, CE1. Et le cycle 3, donc CE2, CM1, CM2. Donc ces cycles, en fait, ont pour but déjà de régler un petit peu ces soucis d'inégalité, je dirais, de préparation au cours. C'est-à-dire qu'un enfant qui va apprendre à lire dès la grande section ou un enfant qui apprend en CE1, voilà, il apprend quand même dans son cycle. Okay. Après, c'est pas forcément quelque chose d'avoir du retard, en fait, d'apprendre à lire un peu plus tard que les autres ou avant les autres à la rigueur. Voilà, je pense que dans ces moments-là, c'est un déclic qui doit se faire entre la grande section et le CE1 justement, et ce déclic il arrive à un moment et voilà. Alors après, on peut accumuler du retard ou pas. Mais voilà, ce moment-là n'est pas figé. Voilà, je sais pas, moi, le 16e jour du CP, on va apprendre à lire. C'est pas comme ça que ça fonctionne, quoi, effectivement. Non, effectivement, c'est vrai qu'on a, tout le monde n'a pas forcément son même rythme. Et c'est du coup le fait d'avoir ce système de cycle-là. Pareil, moi, quand j'étais gamin, il y a ceux qui avaient du mal à lire en fin du CP, ils redoublaient leur CP, puis après ils étaient marqués. Tous ceux qui redoublaient leur CP, au moins en école primaire, je savais qui c'était. C'était ceux qui n'avaient pas su lire, en fait. Voilà. Ils étaient marqués pour le reste de leur primaire dessus. Hein. Alors ça, maintenant, justement, au niveau de l'éducation nationale, c'est quelque chose qui tend à se résorber, puisque le maintien, donc on parle plus de redoublement, on parle de maintien maintenant, dans une classe, en fait, est très difficile à faire. Enfin, c'est soumis à l'avis de l'inspection, en fait, de l'inspecteur, quand c'est en cours de cycle. Par contre, en fin de cycle, voilà, c'est encore possible pour l'instant. Après, voilà, faut vraiment que ça soit quelque chose qui soit nécessaire. Hein, parce que le maintien, c'est pas une solution en soi. C'est-à-dire que ça peut apporter pour certains enfants qui ont besoin de revoir des bases, pourquoi pas. Des enfants qui ont raté un moment de l'année pour cause de maladie ou autre, par exemple. Ça, c'est tout à fait contraire à logique. Maintenant, donc, ces maintiens ne peuvent se faire qu'en fin de cycle, en théorie, c'est-à-dire plutôt en CE1 et en CM2. Okay. Donc, ce qui tente à changer un petit peu, puisque les cycles, avec les nouveaux programmes qui vont arriver normalement à la rentrée 2016, notamment pour cycle 2 et cycle 3, vont faire en sorte que les cycles vont changer, c'est-à-dire que le CE2 va repasser en cycle 2 et le cycle 3, du coup, se retrouve avec CM1, CM2 et 6e. Okay. Donc, voilà. Donc je vais reprendre un petit peu sur mes trois axes de connaissances, hein, donc le savoir, savoir-être et savoir-faire. Et donc on va essayer de les combiner en fait tous les trois. Donc l'association des trois, voilà ce que ça donne. C'est-à-dire que si voilà, on est sur 2 des 3 axes, notamment à savoir, je sais pas moi par exemple savoir-être et savoir, là on va être plutôt, ça y est j'ai mangé le mot, je le vois pas, je le vois pas, j'arrive plus à le lire, je l'ai plus en tête. Non, c'est le rose. Connaissant. Sur le connaissant, effectivement, voilà, on a le savoir et on sait comment être face aux autres quand on a ce savoir. Le savoir-faire et le savoir-être, voilà, on va être plutôt sur l'exécutant, c'est-à-dire que là, on sait faire quelque chose et en plus, voilà, on va pouvoir l'adapter aussi au public. Et enfin voilà, une fois qu'on a toutes ces compétences, enfin qu'on a les trois axes, et bien là, on est dans la partie blanche, donc au centre du petit schéma. Donc là, on a acquis la compétence. Là, on est devenu compétent dans ce domaine, c'est-à-dire que voilà, on sait, on sait faire et on sait s'adapter. Ok.
Voilà un petit peu comment ça fonctionne. Donc maintenant, on va entrer un petit peu dans le vif du sujet par rapport au jeu. Donc tu me disais tout à l'heure justement que le jeu il y avait très peu, enfin à partir de la grande section. C'était fini, oui. C'était fini, hein, ouais, c'est clair. Maintenant, il faut savoir que voilà, en maternelle, effectivement, le jeu c'est quelque chose qui paraît logique. C'est-à-dire que dans les temps informels, alors que ça soit, je parle à l'école, mais bon, ça peut être aussi à la maison, mais ça peut être aussi en crèche ou dans d'autres structures d'accueil d'enfants. Voilà. Le jeu, c'est quelque chose qui est admis, permis, pas de problème, sous forme de puzzle, de petits matériels. Ça peut être aussi des coins pour faire comme les grands, on joue à la poupée, on fait du repassage, voilà, on va aller s'occuper des bébés. Et puis pendant la cour de récréation, alors on a l'impression que c'est aussi un moment où les enfants ont besoin de s'éclater en fait en sortant, notamment avec les structures, avec tout le matériel qu'il peut y avoir sur la cour s'il y en a. C'est aussi un moment où ils vont être en autonomie, où ils vont pouvoir faire des jeux libres et puis apprendre énormément, notamment encore une fois au niveau socialisation. Donc là, c'est vrai que c'est quelque chose qui a l'air, qui fonctionne dans quasiment toutes les écoles, ça. Puis dans toutes les structures. Enfin, on voit que ces temps informels de jeux libres sont là. Okay. Mais maintenant, jouer à l'école quand on est plus grand, là, ça pose problème. Parce que jouer à l'école, ça paraît pas sérieux. Voilà. C'est vrai que quand on est dans les classes après la maternelle, on se dit, bah non, on est là pour apprendre, maintenant, faut se mettre au taf, quoi, et puis y aller, quoi. J'étais en train de faire la remarque, en fait. J'ai souvenir d'avoir parlé de jeux, d'avoir fait du coloriage, du découpage, comme ça, quand j'étais en école maternelle. Et on m'a reparlé de jeux. Alors après, on a vu du sport, on jouait un petit peu dans la cour, mais on m'a reparlé seulement de jeux une fois arrivé en école de commerce. Oui, c'est ça, voilà. On faisait des jeux d'entreprise. Oui, tout à fait. Éventuellement, on parlait de faire du jeu de rôle. Mais entre-temps, on m'en a jamais parlé. Ah non, c'est quelque chose qui était... Je sais pas, comme s'il fallait pas jouer, c'était pas bien de s'amuser en fait pour apprendre. Puisque surtout on n'apprenait rien quand on s'amusait de toute façon. Donc, justement, c'est la question que je pose ce soir et pourquoi pas quoi. Enfin, pourquoi on ne jouerait pas en classe en fait. Et puis je vais prendre la question inverse du coup, plutôt que le pourquoi pas, mais pourquoi en fait on jouerait. Donc en fait, moi je me suis rendu compte en fait en mettant en œuvre dans ma classe des jeux, différents types de jeux dont je vais parler après, que on obtenait une motivation du public qui était en face, des apprenants, notamment là des élèves, énorme quoi. Cette motivation elle est énorme parce que ils sont vraiment, alors, sans être dans un autre monde, on n'est pas non plus dans une réalité virtuelle, mais ils sont vraiment très très attentifs, très accrocheurs parce qu'il y a un projet derrière, il y a un fil conducteur qui vraiment les passionne, quoi. Okay. Et donc du coup, ça joue aussi sur leur vitesse d'exécution parce qu'ils vont être beaucoup plus concentrés. Désolé. Donc voilà, sur la vitesse d'exécution, ils vont... Et puis, je reprends aussi ce que tu disais tout à l'heure, ça va permettre aussi de respecter les rythmes des enfants. C'est-à-dire que, comme tu le disais, ils n'apprennent pas tous à la même vitesse. Donc ça va être, comme certaines pédagogies le préconisent, en fait, d'aller au rythme des enfants. C'est-à-dire qu'un enfant n'est pas prêt forcément à tel âge à faire ça. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont besoin de plus de temps, il y en a au contraire qui vont, dès le début, se dire moi ça, je veux bien y aller tout de suite, quoi. Et grâce au jeu, en fait, on va pouvoir s'adapter un petit peu au niveau. C'est-à-dire qu'on va les enfants vont d'eux-mêmes aller vers certains types de jeux ou pas, en fait. Okay. Voilà. Quelque chose qui est très important, c'est le travail coopératif. C'est-à-dire que, on reviendra dessus tout à l'heure, mais voilà, les enfants, du coup, quand ils sont dans des jeux comme ça, sont vraiment obligés de s'entraider pour comprendre déjà les règles du jeu au départ, et puis pouvoir avancer, en fait. Donc, voilà, et puis du coup, toujours dans ce même esprit, ils vont pouvoir mettre en œuvre chacun leurs compétences propres. Il y en a qui sont un petit peu meilleurs dans un domaine, d'autres dans un autre. Ils vont avoir besoin de chercher le meilleur de chacun pour progresser, et du coup, ils vont progresser tous en groupe, en fait. Ok, donc là on est vraiment dans des jeux coopératifs et pas en compétitif, ça se fait pas la victoire, c'est pas au détriment de l'autre, ça se fait ensemble. Tout à fait. Alors pour la majorité moi des jeux que je mets en œuvre dans ma classe ou même qui existent maintenant sur le marché pour les écoles, justement ce qui est mis en avant c'est justement ce côté coopératif où les enfants vont être
notamment en autonomie, mais surtout les uns avec les autres. Il n'y a pas de perdant en fait. De toute façon, même si on ne parvient pas à réussir, on n'a pas perdu en fait. C'est juste que c'est partie remise en fait. On n'a plus qu'à valider la compétence, mais ça va revenir quoi. D'accord. Et du coup, ça développe un côté un petit peu entraide au travail d'équipe, travail de groupe, qui est très important dans la société actuelle quoi. Oui, de toute façon, tu travailles plus tout seul quoi. Voilà, maintenant il n'y a plus personne qui fait ça. C'est n'importe quelle entreprise, c'est un travail de groupe quoi. Donc voilà un petit peu le principe. Donc maintenant je vais aller sur du concret, donc avec des exemples. Donc là, au départ, ce sont des choses qui se font déjà dans les écoles, à la maison, qui peuvent se faire dans n'importe quelle structure. Donc on a par exemple quelque chose qui maintenant existe depuis un petit moment, les jeux de construction, donc qui ne sont pas que pour les maternelles. C'est-à-dire que même les grands dans les classes de primaire et même au collège en fait adorent les jeux de construction, notamment les Lego qui ont d'ailleurs toute une gamme éducative super bien faite et qui permettent même de pouvoir faire des mises en situation des personnages et de les filmer en fait pour créer des petites histoires, des contes ou autres à partir des petites pièces Lego. Voilà, on peut créer tout un monde et ça permet la modélisation du monde et en même temps les apprenants donc modèlent leur cerveau, réussissent à créer toutes les connexions nécessaires dans leur cerveau pour voir comment fonctionne le monde. Voilà. Et ils peuvent acquérir notamment grâce à tout ce qui existe au niveau du jeu de construction technique maintenant, plein de compétences scientifiques quoi, sur les engrenages, sur l'électricité, il y a plein de choses à faire. Okay. Avec les petits moteurs. Les jeux de société. Donc, il y a beaucoup de jeux classiques qui tournaient déjà dans les écoles, mais il faut savoir que depuis quelques temps, là, on voit d'ailleurs, même chez les éditeurs, en fait, qui nous envoient les catalogues, des gammes de jeux qui, je dirais pour un public un peu averti, en fait, qui apparaissent maintenant. Donc, toute la gamme ABBA, par exemple, est disponible dans les catalogues qu'on a dans les écoles. Donc, ABBA, gamme de jeux quasiment tous coopératifs, en fait. Je vois notamment le jeu du verger, là, qui est sur la présentation. Donc c'est un jeu où les enfants doivent cueillir des fruits avant que le corbeau ne les mange en fait. Donc soit tous ensemble ils arrivent à cueillir les fruits et du coup ils ont réussi la partie, et sinon c'est le corbeau qui s'est bien nourri en fait. Rien n'est perdu non plus parce qu'il a bien mangé. Donc, mais les enfants ont moins de cueillettes. Okay. Et puis je vais parler un petit peu aussi du jeu qui est à côté, les loups-garous de Tierceleux. Donc il y a un jeu qui passionne les enfants même dès le plus jeune âge. Et moi je l'utilise en classe en fait, surtout sur le troisième axe en fait, sur le savoir-être, puisque c'est un jeu où il faut respecter des contraintes sociales, je dirais, puisqu'il ne faut pas se couper la parole, il faut parler à son tour, il faut respecter le silence, il faut être capable de fermer les yeux, ça c'est pas acquis pour tous déjà vers 6-7 ans, c'est encore pas ça. Ils ont toujours envie d'ouvrir un petit peu, mais ils se rendent compte très vite que le jeu est gâché s'il y en a un qui triche, quoi. Donc tous ensemble en fait ils s'y mettent et ça se passe très très bien. Alors quand on joue à ce jeu-là, quand on est 24 dans la classe, quoi, c'est tout simplement fantastique, quoi. On a un village complet en fait qui recherche les loups-garous, quoi. Et c'est passionnant et puis du coup ça développe des nouvelles capacités, des nouvelles compétences chez les enfants. Et du coup, effectivement, là, ça les amène à prendre parole, à se positionner, chose qu'on faisait pas forcément. Pareil, moi, quand j'étais gamin, je faisais pas ça. Quoi. Mais tout à fait. Je parlais pas comme ça en cours, je prenais pas de position, je n'étais pas autant en interaction avec mes collègues. Mes camarades, pas mes collègues. Oui, ouais. Et du coup, c'est vrai que, notamment à travers ce jeu-là, il y en a d'autres qui sont dans le même principe, mais donc les enfants vont devoir donner leur point de vue aussi, être critiques par rapport à ce qu'ils ont entendu dans la pièce ou par rapport à certaines paroles d'autres joueurs, en fait. Et c'est vrai que ça les amène à se poser beaucoup de questions. Et donc, ils avancent énormément, quoi. Alors ça, c'est un jeu vraiment qu'ils me réclament très très régulièrement, d'ailleurs. C'est impressionnant. Une partie à 24, ça dure combien de temps ? On arrive à la faire, on fait ça quand même assez rapidement, en 3/4 d'heure on y arrive. Pas mal. Ouais, non, on y arrive en 3/4 d'heure. Pas mal. Donc c'est... Bon après voilà, les premières parties souvent c'est moi qui fais le meneur, et après ce sont des élèves qui s'y mettent. C'est-à-dire que c'est eux même qui sont là pour mettre l'ambiance et tout. Donc c'est super sympa. L'éducation physique et sportive, donc c'est le sport à l'école en fait, c'est pas du sport puisque
voilà, on va pas pratiquer d'activités sportives comme dans un club, hein, c'est pas le but. Nous, au contraire, ça va être de poser des bases, des mouvements, des gestes. Et donc, voilà, l'activité sportive va être là pour nous servir au niveau des apprentissages, notamment au niveau de la coopération, encore une fois, dans les sports co. Mais on peut aussi faire des maths en sport, par exemple. C'est-à-dire que si on est 24, effectivement, faites, je sais pas moi, 8 groupes. Combien vous allez être par groupe, quoi. Donc voilà, on travaille la division en sport. On peut travailler les fractions. Donc voilà, et je veux je sais pas moi, les 3 quarts des élèves qui vont se mettre dans telle zone. Et puis donc voilà, sur 24, combien ça représente. Donc c'est vrai que c'est ludique. Ils ont l'impression de faire du sport, mais en fait, ils font des maths, quoi. Et bon, ils s'en rendent compte, hein, par contre. Mais un piège. Ouais, il y a un piège derrière. Mais en fait, ils sont super contents de tomber dans le piège, quoi. C'est le principe. Le but, c'est qu'ils en soient conscients, quoi. Voilà, faut pas que le jeu devienne quelque chose pour comment dire, enfin. C'est un outil, c'est pas une fin en C'est soi. un outil, voilà. Faut pas que ça soit là pour enlever complètement l'apprentissage, quand même. Hein, c'est pas ça. Par contre, voilà, ça peut enlever des peurs, des craintes, parfois. C'est vrai qu'il y en a, de toute façon, je suis nul en maths, donc quand j'arrive, je vais pas y arriver, de toute façon, je suis nul. Donc là, voilà, le truc, c'est que comme ça, ils bossent les maths d'une autre façon et ça enlève les peurs. Ils disent, finalement, en maths, ça s'est bien passé, j'ai réussi à trouver combien on était. Voilà. Donc quelque chose voilà, qui peut se mettre en place, alors c'est quelque chose qui existe déjà, hein, donc le défi maths notamment, alors il y a eu, c'est quelque chose que je mets en œuvre une semaine sur 2 dans ma classe. Alors c'est un principe qui existe déjà, qui est tiré de bouquins à l'origine, voilà, qui sont publiés, que j'ai adapté maintenant à ma classe et où le contenu en fait c'est moi qui le crée maintenant. Voilà, donc le principe en fait est tout simple, c'est que pendant 1 heure, les élèves se retrouvent par petits groupes de 3 ou 4 en situation de défi, c'est-à-dire qu'ils ont des exercices. Alors je répète que j'ai des CE2, CM1, CM2 dans ma classe, et donc là ce sont des exercices qui vont du CP jusqu'à la 6e, et donc c'est à eux de gérer complètement pendant 1 heure en autonomie leur travail. Ils ont le droit à tout ce qu'ils veulent dans la classe. Et le but, voilà, ça va être de parvenir au meilleur score. Donc là, il y a quand même il n'y a pas de compétition en fait, parce que le but, c'est pas forcément d'être meilleur que les autres groupes, c'est faire en sorte que son groupe ait gagné des points. Okay. Parce que donc le principe, on part avec un capital de 100 points au départ, et en fonction du nombre d'exercices qu'on a réussi, alors les exercices suivant leur difficulté valent un certain nombre de points, on gagne des points. Voilà. Après, il y a aussi un système qui fait que quand on n'a pas fait un exercice, forcément on n'en gagne pas. Mais quand on en a fait un, par contre, où voilà, malheureusement il y a eu une non-réussite, eh bien dans ce cas-là, on va en perdre. Donc le but, c'est de tous ensemble bien vérifier, prendre le temps de ne pas travailler en solo sur un exercice où on risque de se planter. Voilà, que chacun puisse y mettre son grain de sel et de tout bien vérifier. Donc les élèves voilà, peuvent acquérir des points ou en perdre. On a ajouté à ça en fait une notion de joker. C'est-à-dire que sur certains exercices, ils peuvent jouer leur joker pour doubler leurs points. Voilà. Donc ils sont vraiment dans le jeu, en fait. Donc ils font des maths, là c'est vraiment de la logique, géométrie, enfin il y a plein de choses à ce niveau-là. Et du coup, ça les motive énormément pendant 1 heure. En fait, moi je le fais pas, hein, mais je pourrais limite m'absenter de la classe pour aller prendre un café, c'était pareil, quoi. Voilà, ils sont super autonomes, ils partent chercher la calculette s'il y a besoin, la règle, le calendrier s'il y a besoin de compter des jours ou autre. Donc c'est vrai que moi c'est ce que j'essaie de favoriser, c'est vraiment l'autonomie en fait des élèves dans ce moment-là. Et un autre aspect, c'est-à-dire que des visiteurs du soir, espoir. Et en fait, toujours au niveau de l'autonomie, voilà. Moi j'interviens très peu comme je le disais, mais j'interviens quand même. Hein, au niveau, si on me demande de l'aide, je viens. Par contre, je prends des points. C'est-à-dire que voilà, j'interviens pas gratuitement sur les exercices. Alors pour expliquer, si par contre pour donner des pistes sur des solutions, non, là je prends des points. Okay. Donc voilà un petit peu le principe du défi maths. Donc qui fonctionne très bien, comme je disais, c'est tous les 15 jours. Et ils l'attendent avec impatience. Et que ce soit même la correction après, ils sont tous attentifs. Voilà, très très bon moment. Okay. Donc voilà, je vais continuer un petit peu dans les défis. Alors ça, c'est quelque chose d'institutionnel, c'est-à-dire que alors je travaille dans le 36 en fait, et il y a un groupe départemental informatique dans le 36 qui a mis au point ce qu'on appelle le défi Doc 36. Donc là, c'est un défi internet en fait, qui se passe généralement vers le mois d'avril. Et en fait, les élèves reçoivent donc par email un lundi matin 6 questionnaires
sur un thème particulier. Donc en 2012, on avait le Titanic, c'était par rapport au centenaire. 2013, c'était le nombre 13, ainsi de suite. Il y a plein de choses. Et les enfants vont avoir des questionnaires qui partent sur différents thèmes. Donc il y a 6 questionnaires, il y en a un sur les arts, il y en a un sur la littérature, il y en a un qui va être plutôt axé sur la géographie, un autre sur l'histoire. Et donc voilà, ça va être à eux de s'organiser en fait pour répondre à ces questionnaires. Donc, qui sont plutôt pointus puisqu'on va leur demander des choses au niveau informatique qui entrent dans le cadre alors, du B2I, qui est un petit brevet que maintenant les élèves passent tout au long de leur scolarité, mais qui est validé en fin de CM2, avant d'entrer au collège. Donc c'est B2I, c'est brevet Internet et informatique. Donc savoir se servir d'Internet, du matériel informatique, mais aussi savoir comment respecter les règles sur le net et ainsi de suite. Okay. Et donc tout ça, ça se met en œuvre justement dans ce projet. Et le défi doc, donc, va se dérouler sur 3 semaines où les enfants sont en autonomie sur les ordis et c'est à eux d'aller chercher toutes les connaissances d'un côté. Donc ça va être un moyen pour eux d'acquérir des savoirs, mais aussi un savoir-faire, c'est-à-dire qu'ils vont apprendre par exemple, je sais pas moi, à insérer une image dans un document texte, pourquoi pas aller chercher une vidéo et puis pouvoir la lire, l'insérer aussi dans le texte, pouvoir modifier des sons, notamment grâce au logiciel Audacity, modifier une photo avec photofiltre, ainsi de suite. Et donc c'est des compétences qu'ils vont acquérir très tôt. Et en fait, ils s'y mettent très vite en autonomie là-dessus aussi. Le rôle de l'enseignant, dans ce cas-là, ça va être principalement d'être là pour le côté technique, en fait. Vraiment leur apporter des connaissances à ce niveau-là. Mais c'est à eux vraiment de gérer leur temps. Et au bout de 3 semaines, ils doivent renvoyer les questionnaires par mail pour correction. Et voilà, il y a un petit classement sur le département après. Donc c'est un projet très sympa, qu'ils attendent avec impatience, là encore une fois, tous les ans. Très ludique, parce que voilà, les questions sont super sympas. Donc c'est quelque chose qui les motive encore une fois. Ouais. Et effectivement, là aussi, c'est pas un cours magistral, on est dans le cadre d'un jeu. Et ce que j'entends du coup, c'est sur ce genre de démarche-là, c'est quand même extrêmement responsabilisant. Et c'est vraiment pas mal de gagner en autonomie parce que du coup, c'est pas toi qui leur explique comment il faut faire, c'est eux de se débrouiller à chercher comment aller faire les choses, comment faire les choses, quoi. Ouais, tout à fait. Puis c'est vrai que moi, je les laisse vraiment faire du début à la fin. C'est eux qui constituent les groupes. C'est eux qui décident avec qui ils vont pouvoir travailler, sur quel thème ils vont préférer ou autre. Alors bien sûr, il faut que j'intervienne parfois juste pour des petites régulations, mais en général, ça se passe bien. Et puis, voilà, ils vont gérer tout du début à la fin, en fait. Donc j'en reviens au niveau de la coopération, c'est impressionnant, quoi, de voir quelqu'un qui, en début de CE2 par exemple, a du mal à se servir d'un ordi. T'en as tout de suite 2 ou 3 qui vont lui montrer déjà comment on fait pour l'allumer, comment on fait pour aller sur Internet et tout ça. Un système de tutorat qui se met de lui-même en place. Et voilà, ça rend une ambiance de classe super et puis ils progressent tous, quoi. Donc c'est vrai qu'au niveau informatique, il n'y a pas besoin de faire grand chose d'autre dans l'année. En fait, ces 3 semaines-là suffisent. Ils sont tous au taquet à la fin, quoi. Et puis... tant mieux. Donc voilà. Voilà, donc on va passer à un autre thème, toujours sur les jeux un petit peu. Donc cette fois-ci, ça va être les enquêtes policières, avec deux volets notamment. Alors, donc il y a un enseignant du Maine-et-Loire qui s'appelle Christian Souchard, qui a créé il y a quelques années maintenant toute une gamme de livres qui est éditée aux éditions Buissonnières, qui s'appelle Les enquêtes de l'inspecteur Lafouine. Donc l'inspecteur Lafouine, en fait, c'est un inspecteur un petit peu particulier puisqu'il résout toutes les enquêtes très facilement. Mais ce qui est proposé, en fait, c'est le texte, les comptes rendus d'interrogatoire des différents suspects. Il y a des articles de journaux, il y a des photos, il y a des codes secrets, il y a plein de choses. Et en fait, à chaque fois, on va demander aux élèves de trouver qui est le coupable. Puisque l'inspecteur Lafouine le trouve à la fin du texte, donc il n'y a pas de raison qu'eux ne le trouvent pas non plus. Okay. Un petit exemple, par exemple, c'est... pas mal. C'est que, je sais pas, voilà, on a eu quelqu'un qui s'est fait agresser dans son château. On sait qu'il y avait forcément que les domestiques qui pouvaient entrer ce jour-là, qui étaient dans le château. Donc voilà, on interroge chacun des domestiques.
Et on imagine qu'il y en a un voilà, qui nous parle du fait que lui, non, il n'y avait pas de problème, il n'était pas là, en fait, il était parti voir sa famille, il était dans le train à ce moment-là. Sauf que juste à côté, il y a un article du journal de la commune qui va nous dire que les cheminots du secteur sont en grève totale. Il n'y a plus un train qui circule depuis 3 semaines, donc c'est pas possible que ce domestique-là en fait ait pris le train. Et donc c'est l'indice qui va permettre de trouver. Donc ça permet aux enfants d'avoir une lecture très très fine du texte, puisque voilà, il faut non seulement comprendre le texte, mais en plus retrouver les indices. Et voilà, donc ça au niveau... Alors, bon, là par contre, il faut, je dirais, quand même être déjà un bon lecteur pour pouvoir quand même aller à l'intérieur de ce texte. Ouais. Mais justement, encore une fois, ils peuvent s'aider les uns les autres pour trouver des solutions, quoi. En discuter, c'est le but. Hein, de toute façon, c'est quelque chose qu'ils font en équipe. Hein. Oui, voilà aussi. Alors ça peut être soit seul, soit en équipe. Okay. Voilà, quand c'est seul, c'est vrai que bon, ça peut être un petit peu plus ardu. Souvent le process, en fait, c'est qu'au départ, ils commencent seuls. Ensuite, je les mets par binôme. Donc là, ils peuvent en discuter, voir s'il y en a un qui a trouvé la solution, enfin, ou qui donne son avis. Et puis après, voilà, ils peuvent en discuter par 4 même, parce qu'ils sont par groupe de 4 en fait dans ma classe. Okay. Ils peuvent donc en discuter et voir après ce qui leur paraît le plus logique, et on en discute en groupe classe complet à la fin pour essayer de valider la solution. Alors bon, parfois, voilà, ils accusent à tort. Il y a des innocents, malheureusement, qui vont finir en prison, c'est embêtant. Mais... Et puis, comme dans la vraie vie, ça arrive. Voilà. Et puis, donc deuxième petit volet là-dessus, c'est les enquêtes scientifiques, c'est-à-dire que c'est vrai que les sciences à l'école, c'est quelque chose qui est déjà super sympa. C'est-à-dire que mettre en œuvre des sciences, faire tout un projet en partant des hypothèses, vraiment, puis en augmentant, en faisant des expériences, en essayant de trouver des conclusions, tout ça, voilà, la démarche technologique et puis scientifique, hein, c'est quelque chose de super intéressant. Maintenant, on peut mêler ça en plus à je dirais à toute une histoire. C'est-à-dire qu'on pourrait, par exemple, créer une petite histoire où, je sais pas, voilà, on est encore sur une enquête policière, mais cette fois-ci, il va falloir faire des expériences scientifiques comme la police scientifique pour résoudre l'enquête, en fait. Notamment avec des produits chimiques très simples hein, qu'on peut utiliser dès le primaire, la feuille de chou rouge. Qu'on trempe dans l'eau et qui, en faisant bouillir, devient violette, forcément. Mais quand on va rajouter du bicarbonate, c'est-à-dire qu'on a une base, voilà, ça va devenir tout vert. Donc c'est un révélateur de basicité. Et puis à l'inverse, quand on met du vinaigre, voilà, ça va changer de couleur, ça devient bleu ou rouge, je ne sais plus. Et donc là, on sait que c'est acide. Donc dans l'enquête policière, je me souviens d'une notamment où il y a le liquide, de l'acide d'une batterie qui a été versé dans un lac où les poissons sont morts. Et donc on va trouver le coupable parce qu'on sait que ça vient d'une batterie, car l'eau est acide. Voilà, il y a tout un truc. Donc il faut tester l'eau du lac qu'on emmène en classe dans une petite bouteille. Et les enfants vont la tester pour savoir si c'est acide ou basique en fait. Okay. Et ça les motive énormément. Ah oui, c'est marrant. Donc voilà pour les enquêtes. Alors là, bon, c'est quelque chose qui se fait quand même depuis un petit moment maintenant. Le tangram, c'est un objet maintenant qui est très courant, qu'on trouve dans beaucoup d'écoles et puis même dans beaucoup de structures autres, qui est utilisé dans beaucoup de pédagogie. Donc à partir de quelques formes simples, hein, des carrés, des losanges, parallélogrammes et triangles, on va pouvoir faire une multitude de formes, hein, donc à partir de modèles ou non d'ailleurs. Puisque c'est aussi un outil qui, en Asie, sert à s'exprimer, à exprimer sa pensée. C'est-à-dire que grâce à ça, en fait, en suivant le schéma, le dessin qu'on arrive à recréer, on va pouvoir exprimer ses sentiments un petit peu comme les émoticônes ou ainsi de suite sur le net. Hein. Voilà. Et donc pour les enfants, voilà, ça leur permet de manipuler. Et je vais en venir un petit peu, concept de la manipulation, parce que justement, il y a beaucoup de pédagogies qui sont sur la manipulation, hein, notamment, donc j'en avais parlé un petit peu dans mon intervention précédente, la pédagogie Montessori, où voilà, les ateliers vont être très sensoriels, c'est-à-dire qu'ils vont mettre en œuvre les sens des enfants. En fait, ils vont avoir vraiment besoin de palper, de toucher, tout ça pour l'intégrer. Hein. Petit exemple comme ça aussi, tiens, je me suis rendu compte en posant la question aux élèves pour savoir par exemple comment ils apprenaient une poésie. Et là, on arrive à des trucs un petit peu loufoques parfois auxquels je ne m'attendais pas du tout. Donc, bien sûr, il y a ceux qui vont la lire ou la réciter à leurs parents, ainsi de suite. Mais il y a aussi ceux qui apprennent la poésie la tête en bas. Voilà, donc surprise, on ne sait pas pourquoi. Ils sont sur leur canapé la tête en bas. Et puis, en posant la question à d'autres encore, y en a qui me disent moi, c'est en courant autour de la table chez moi. Je cours autour de la table avec le cahier, je la récite en tournant. Bon. Il y en a d'autres, ça va être en dansant. Hein. Donc voilà.
Et je sais que mon fils aîné a pris une de ces possibilités-là, en fait, et effectivement, il bouge beaucoup en apprenant sa poésie, quoi. Bon, voilà, pourquoi pas. Donc il la vit avec son corps. Il y a une autre pédagogie aussi qui s'appelle la pédagogie Steiner, qui est pas mal basée sur l'argile, en fait, aussi le travail du toucher au niveau de la modélisation, justement, par rapport à l'argile, de tout ce qu'on fait. Non. Donc c'est pareil, donc on en revient toujours à ce concept de toucher, de manipuler pour avancer, quoi. Non. Donc ça se fait quand même beaucoup, hein, dans les classes, il y a toujours des phases de manipulation avant d'arriver à la théorie. Et puis maintenant, bah voilà, on va aller un petit peu plus loin, parce que justement, là, ça c'est des choses qui se font en général. Maintenant, est-ce qu'on peut pas aller un peu plus loin dans l'univers des jeux, et notamment des jeux un petit peu plus confidentiels, un petit peu plus voilà, pour les publics avertis, les jeux de stratégie notamment, les jeux de rôle, les jeux vidéo, les énigmes, pourquoi pas les intégrer un petit peu dans le programme. Donc c'est ce qu'on va appeler la ludification, ou la gamification. Voilà. Donc voilà, je vais aller un petit peu plus loin et voir ce qu'on peut en faire sur certains domaines. Donc, on a par exemple l'histoire, la géographie, qui peuvent, voilà, qui s'enseignent bien sûr de façon traditionnelle, mais sur lesquels on peut avoir des nouveaux supports qui nous permettent, pourquoi pas, de créer un château fort, par exemple, sur l'histoire. Donc, moi, je sais que j'utilise avec les élèves un jeu qui s'appelle Stronghold et qui permet, voilà, de créer un château du début à la fin, avec en gérant tout l'intérieur du château, c'est-à-dire l'apport de nourriture, les matières premières. Et chaque partie du château va être visible, hein, en 3D, et on va pouvoir aller découvrir les parties du château fort, et surtout la gestion de tout ça. En fait, comment fait le seigneur pour gérer tout ça. Il y a des jeux également qui sont basés un petit peu sur l'évolution des civilisations. Hein, donc ils sont voilà, Age of Empires pour les premiers, avec Civilisation, qui nous montre justement l'évolution du monde, d'une civilisation donnée à un temps donné. Souvent, c'est des jeux qui reprennent justement des faits historiques quand même assez importants. Et dans ces cas-là, comment est-ce que tu fais avec tes élèves? Tu leur montres des vidéos, ils jouent, tu joues avec eux? Comment Alors tu fais? pour ça, en fait, moi, pour l'instant, je suis pas encore passé à l'étape où c'est eux qui jouent. C'est-à-dire que souvent, c'est quelque chose, c'est voilà, un château que j'ai construit, quelque chose que j'ai fait moi-même avant, et que je leur présente. Alors j'ai la chance d'avoir dans ma classe un tableau interactif. C'est-à-dire qu'on a donc un tableau qui est relié à un ordinateur portable devant la classe. Et on peut leur montrer, en fait c'est l'écran de l'ordinateur, quoi. On peut leur montrer en grand écran tout ce qu'on veut au niveau numérique, en fait. Donc ils ont aussi des PC portables pour certains, il n'y en a pas le nombre d'élèves, mais on en a pas mal quand même, qui permettent de tourner sur la classe. Donc ils y ont accès aussi par ce biais-là. Et donc sans aller trop loin, on peut leur montrer justement la vue du château, on peut leur montrer comment fonctionne la vie à l'intérieur, les personnages, comment se préparent les repas, comment on passe du champ de blé au blé qui est dans la réserve, au blé qui va être traité par le moulin, le minotier en fait, et puis qui va ensuite être traité par la boulangère, qui va emmener du pain dans la réserve et qui va servir enfin de nourriture à tout le château, quoi. Donc voilà, ça permet de développer tout ça. Donc là encore une fois, du coup, le jeu n'est pas une fin en soi, mais c'est un support qui permet de montrer. Voilà, tout à fait. Okay. Hein, dans ce cas-là, en tout cas. Voilà, c'est des choses que je commence à expérimenter, que je n'ai pas encore tout à fait fait en classe pour tout, hein, notamment Age of Empires et Civilisation, j'ai pas encore montré pour l'instant, mais je pense l'adapter prochainement, quoi. Okay. Je reviens notamment aussi à l'histoire par rapport aux Wargames. Il y a des très très bons jeux de plateau qui sont faits sur ça. Je sur la bataille d'Alésia notamment. Et, voilà, il y a un jeu de plateau qui est super. On voit l'attaque des Romains, autour des Gaulois. Le positionnement des groupes, il n'y a rien à faire. Voilà, au niveau du visuel, c'est fantastique, quoi, en fait. Il suffit de mettre ça sur une table et puis de leur montrer un petit peu où étaient positionnées les forces de chaque belligérant. Et ils ont tout compris, quoi. Ils voient les deux murailles, ils voient tout, quoi. Il y a aussi Mémoire 44 sur le débarquement ou autre. Bon, après, voilà, sans entrer dans le vif du sujet, mais je veux dire, ça donne un support, encore une fois, comme tu disais. Ouais, c'est vrai que du coup, j'avais un prof qui avait fait ça. J'ai vu un général qui était venu nous parler de stratégie militaire, et il passait beaucoup par des cartes, justement, pour nous expliquer la situation. Et quand tu as un support visuel comme ça, c'est quand même vachement bien. Mais oui, c'est ça, ouais, voilà. Ça, je sais que avoir un tableau interactif dans la classe, c'est une chance parce qu'on peut passer des documents, notamment en histoire, en géo, c'est fantastique, quoi. Ça fait des super supports, quoi.
qui existe aussi dans les livres, hein. On a aussi ça dans les manuels, les choses comme ça, mais c'est pas le même rendu. C'est pas le même rendu. On peut pas tous voir forcément le même en même temps et puis s'attarder sur les mêmes détails, quoi. Alors, quelque chose d'un petit peu particulier, les MMORPG. Donc les jeux de rôle en ligne, hein, multijoueurs. Donc là, je vais parler un petit peu d'une expérience qui est faite, notamment du jeu qui s'appelle Telem, qui est un jeu, un MMORPG, mais qui est destiné aux apprenants en fait étrangers qui veulent apprendre le français. C'est-à-dire que là, dans ce jeu, on propose des quêtes, pas mal de choses, mais le but, enfin vraiment de ce logiciel, enfin de ce jeu, ce n'est pas de réussir les quêtes, hein. C'est plutôt de s'entraider en communiquant en français pour avancer en fait. Donc là aussi, il va se mettre en place un rôle de tutorat, c'est-à-dire que ceux qui parlent un petit peu mieux français, qui vont être capables d'écrire un peu mieux le français, vont pouvoir aider ceux qui ont plus de difficultés en fait. Et pourquoi pas créer des guildes justement ou autres comme dans n'importe quel MMORPG, mais pour faire avancer justement, faire progresser sur la langue française. Ok. Voilà. Alors, quelque chose qui est super sympa, c'est les livres dont vous êtes le héros. Donc, qui sont apparus maintenant depuis un bon moment. Hein, voilà. Il y a 30 ans, quoi. Voilà, c'est ça. En tout cas, moi, je les ai fait il y a 30 ans. Ouais, non. Pareil. Et qui, en fait, du coup, motivent énormément, puisque donc il s'agit de livres qu'on ne lit pas dans l'ordre, en fait. C'est-à-dire qu'on va créer sa propre histoire, on va choisir à la fin d'un chapitre vers quel autre chapitre on se dirige, en fait. C'est-à-dire qu'en fonction de nos choix, on ne va pas avoir la même histoire que si on est dans une autre optique, en fait. Si on ne fait pas le même choix à ce moment-là, on va pas... Voilà, le livre, en fait, est construit un peu comme un labyrinthe où on va suivre une trame, quand même générale, mais où on ne va pas forcément passer par les mêmes étapes. En fonction des choix, encore une fois. Donc, je sais que pour les enfants, c'est quelque chose qui les motive, encore une fois. Ça permet de travailler sur beaucoup de choses avec eux, et puis surtout de résoudre des énigmes. Alors, les éditeurs s'y sont mis depuis un petit moment, notamment Nathan, avec toute une gamme, là, il y a un petit modèle, là, le labyrinthe des dragons, donc qui est une histoire, en fait, où on est dans la peau, en fait, d'un nain et d'un géant en même temps. Donc les deux personnages qui vont entrer dans un temple et qui vont devoir aller prendre le trésor de ce temple. Donc avec des énigmes gravées sur le temple, avec plein de choses. Et les enfants donc suivent l'histoire, mais ils se rendent pas compte en fait qu'ils sont en train de travailler. Pour traverser une pièce, à un moment dans le donjon par exemple, ils sont obligés de faire des calculs. C'est-à-dire que pour avancer dans la pièce, il faut faire des calculs, et tant qu'on n'a pas les bons résultats, on ne peut pas continuer à avancer dans cette pièce. Voilà. Et quand ils ont réussi tous les différents calculs, ils sont arrivés dans la pièce suivante, et après ils vont avoir une autre énigme, pourquoi pas en géométrie, pourquoi pas en français, sur repérer à quel temps sont les verbes des phrases du texte qui est écrit à ce moment-là, ou ainsi de suite. Donc on est dans le jeu, mais en même temps on va aller vers les compétences qu'on attend aussi à l'école primaire, quoi. Repérer le complément d'objet direct, des choses qui ne parlent plus à tous, mais voilà, qui font mal. Le fameux COD. Le COD, et puis en plus il est placé avant le verbe, avec le participe passé, c'est terrible. Donc voilà un petit peu pour les jeux dont vous êtes le héros. Alors quelque chose, ça c'est un projet qui est fait par certains enseignants, que ce soit à travers le monde entier en fait. Donc il y a le jeu Minecraft qui permet d'étudier pas mal les sciences, la technologie, et puis bien d'autres domaines, en fait, l'architecture, puisque donc dans ce jeu, quasiment tout le monde le connaît, j'imagine, il suffit, il faut trouver des briques, des cubes, on va dire, de matières premières, et puis avec ça, on va pouvoir créer, construire tout un monde. Il existe même maintenant une version qui s'appelle Minecraft Edu, et en fait qui est commercialisée également pour toutes les structures qui accueillent des apprenants. Et donc grâce à ça, on va pouvoir créer tout un univers. Donc, soit les enfants sont en autonomie dessus. Alors ça c'est quelque chose que j'ai pas testé encore, hein. Je sais que mes fils sont à fond sur Minecraft, du coup je m'y mets aussi. Mais j'ai bon espoir, je sais que j'ai des élèves qui s'y mettent aussi. Je sais par exemple qu'il y a un professeur de sciences physiques qui ne fait tous ses cours qu'avec ça. Et donc il a des élèves de 5e, et donc il aborde plein de domaines de sciences, notamment les différents types de minéraux, la matière, mais aussi toute l'électricité avec les systèmes de redstone, où il leur demande par exemple d'illuminer une maison. Donc il pose les bases, en fait il a créé la map pour ça, et grâce à la redstone ça va être à eux de mettre en lumière la maison. Okay.
Donc voilà, et puis plein de domaines comme ça qui permettent, voilà, qui peuvent être travaillés comme ça. Donc Minecraft. Et là, par contre, dans sa classe, les élèves sont en autonomie sur les ordis. C'est-à-dire que là, il leur installe le jeu sur chaque ordi et c'est parti. Non. Après, ce qui est du coup un cran encore plus loin. Voilà, là, on est rendu vraiment où les élèves sont en autonomie sur le jeu et là, vraiment, c'est que le jeu qui est le support d'apprentissage. Okay. Donc juste pour clore un petit peu cette partie, à l'école, c'est vrai qu'on nous demande au niveau institutionnel, encore une fois, de faire en sorte qu'on ait des relevés de compétences pour savoir où en sont les enfants. Donc je parlais un petit peu de la notion de cycle tout à l'heure. Donc les élèves ont des compétences à acquérir en fait en fin de cycle. Et donc régulièrement, on transmet aux parents en fait une fiche de perso en fait, on va dire, pour savoir où en sont leurs enfants. Et d'ailleurs sur le net j'ai trouvé par exemple une fiche de personnage mathématique pour savoir où en sont leurs enfants. Voilà, un prof qui a fait ça. Donc c'est vraiment là on est dans le jeu de rôle en fait où les élèves peuvent acquérir des compétences, gagner des niveaux, pourquoi pas. Bon, là je dirais c'est un petit peu poussé à l'extrême, enfin, mais c'est voilà, ça se ressemble finalement. J'ai mis les deux en parallèle et on n'est pas loin, pas si loin que ça. Il y en a qui vont carrément un cran plus loin en développant, en travaillant directement autour du jeu de rôle. Voilà, donc en fait, moi c'est, alors je vais pas empiéter sur leur sujet, mais voilà, il y a un sujet qui était super sur le site du hacking social. Donc voilà, ils ont parlé de la gamification, notamment à travers l'expérience d'une école qui s'appelle, qu'est-ce que j'ai touché? Non, c'est bon. Qui s'appelle Quest to Learn, donc où les enfants ont des quêtes pour apprendre en fait toute la journée. Ils commencent leur journée en se levant à 7h du mat et ça y est, ils sont déjà partis, ils sont dans le jeu en fait. Ils vont avoir une énigme à résoudre dès le matin à la maison avant d'aller à l'école. Ils vont arriver à l'école, ils vont avoir un message secret sur la lamelle d'un microscope par exemple. Et donc ça y est, ça va les mener à une enquête et ils vont devoir aller chercher dans les bouquins ou sur le net ou ailleurs les solutions pour résoudre ce problème-là. Donc là, c'est vraiment poussé à l'extrême puisque tout tourne autour de ça. C'est-à-dire que chaque élève a un compte en fait sur son ordinateur avec sa fiche de perso, c'est-à-dire qu'il est, voilà, il y a toutes les compétences à acquérir qui sont là. Et quand il acquiert des niveaux, c'est comme dans un jeu de rôle en fait. Voilà, pas la petite musique, mais on va avoir des compétences qui s'ajoutent. Hein, voilà. Donc j'ai acquis telle chose. Maintenant, ça y est, je sais rechercher dans un livre d'histoire. Paf, ça y est, c'est acquis. Et donc ils peuvent gérer leur compte, gérer tout ça, et l'enseignant aussi gère ce côté-là. Donc par contre, il n'y a pas qu'un enseignant dans la classe. C'est-à-dire que là, ça a été un petit peu rattrapé par tous les game designers, parce qu'il y a un game designer présent dans chaque classe aussi. C'est-à-dire qu'il est là vraiment, lui, pour gérer tout ce côté, je dirais, technique, derrière du jeu vidéo, en fait, hein, qui intervient à ce moment-là. Ok. Donc c'est par certains côtés super intéressant en fait parce que là encore une fois les enfants sont super autonomes. Mais voilà, après c'est vrai que c'est un vaste débat qui a été lancé donc sur le site du hacking. À voir. Pourquoi pas? Il y a des choses qui peuvent être super intéressantes. Maintenant, faut voir aussi si les enfants ne se retrouvent pas trop dans un monde virtuel. En fait, où justement, ils oublient un petit peu la réalité et des apprentissages quand même. Après, pourquoi pas? Si les connaissances arrivent, si le savoir-faire arrive, si le savoir-être arrive. Après, là, du coup, tu es dans un cas de gestion de ton innovation. En fait, moi, j'avais un prof en école, M. Ferry, qui nous parlait de ça, la gestion de l'innovation, en disant que quand tu apportes une innovation, en fait, il faut pas être complètement en rupture avec ce qui se fait précédemment pour pouvoir être accepté. Oui, tout à fait. C'est ce qu'il dit, par exemple, c'est le cas, ce que tu peux avoir sur quand tu es passé de la vidéocassette au DVD, voilà. aujourd'hui, où tu gardes quand même un support qui ressemble. Oui. Ouais, du coup, il faut qu'il y ait une transition parce que si tu es trop en rupture. Si tu passes direct au virtuel, tu perds les repères des gens et c'est là que tu crées l'opposition. Tout à fait, oui, c'est sûr. Ça... Du coup, c'est vrai qu'il y en a pas mal qui critiquent. Après, bon, je pense qu'il y a des bons côtés, il y a des choses peut-être à retravailler, à revoir. Après, bon, je suis pas spécialiste non plus de ce système-là puisque je n'ai pas participé à cette classe. Je ne sais pas comment ça tourne. Ce que j'en ai vu, effectivement, voilà, les enfants ont l'air d'apprécier. Ils sont dans le coup. Encore une fois, voilà, ça va rejoindre un petit peu ce que je fais en classe quand même sur le côté autonomie et puis le côté coopératif. Mais là, poussé à l'extrême, en fait, je dirais, c'est vraiment ça. On est dans encore un cran plus loin. Ouais, encore un cran plus loin. Et puis, voilà, quoi, je dirais,
c'est un dossier à ouvrir, au contraire, c'est des nouvelles pistes pédagogiques, pourquoi pas utiliser ça, hein. C'est des nouveautés, des nouveaux supports. Tout à fait, après, faut pas se fermer non plus complètement. Ouais, j'ai envie de dire, tant que t'as pas essayé, tant que t'as pas vu l'essentiel, c'est que le gamin, après, derrière, il apprenne. Après, qu'il apprenne en cours magistral ou qu'il apprenne sur un format de jeu, peu importe, ce qu'il faut, c'est qu'il ait intégré, qu'il ait développé sa compétence, quoi. Oui. Et que ça reste en fait. Oui. Entre un enfant qui a appris, je sais pas moi, comment était une molécule par la description en fait, ou quelqu'un qui a créé une molécule avec des petites billes et puis des petits supports, bah, c'est clair qu'il y en a un des deux qui va retenir un peu mieux, à mon avis. Hein. Après, il y en a dès le début qui vont piger, hein, il y en a toujours, hein, c'est clair. Comme on disait, chaque apprenant est différent. Après, effectivement, on a tous... On est tous plus ou moins réceptifs à certaines choses, et voilà, quoi. Voilà, tout à fait. Ok. Voilà, bon. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, hein, et puis que voilà, vous aurez découvert des pratiques qui peuvent se faire en classe ou qui se font ailleurs et qui sont là pour avancer encore une fois au niveau de la pédagogie et puis faire en sorte que tous les apprenants puissent avancer dans leurs apprentissages. Ouais, effectivement, en tout cas, ça élargit le spectre. Enfin, moi, j'ai pas encore d'enfant, donc du coup, je suis pas dans la question de l'éducation. Et ce que tu es en train de raconter, je l'ai pas encore vu. Oui, dans ma tête, l'école, c'est comme ce que je l'ai vécu à l'époque. Oui, voilà, ça a bien changé. Ouais, donc, du coup, ça permet de s'ouvrir sur autre chose et commencer à amorcer ces pistes de réflexion-là, quoi. Cool. Bah, merci beaucoup, Sébastien. Okay. Bah, merci à toi également. Et du coup, au plaisir de te recroiser. Ouais. Voilà, quoi. Ok. Merci ça beaucoup. marche. Merci à vous d'avoir écouté en tout cas. Alors maintenant,